L'actualité sur Sud Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire. Passation de charge au ministère de l'Agriculture, Delphin Koudandé, après 18 mois à la tête de ce ministère, a passé le témoin à Gaston Dossoui devant le personnel du dit ministère. Les partenaires invités, c'était ce lundi 30 octobre 2017. Remise officielle de matériel au groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin par le maire Dabo Mekalavi. C'était ce lundi 30 octobre au centre de secours des sapeurs-pompiers Dabo Mekalavi. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis sur le continent, le président kenyan Uhuru Kenyatta a remporté l'élection présidentielle du 26 octobre avec 98,26% des voix à l'issue d'une élection boycottée par l'opposition. Celle-ci a d'ailleurs réagi par quelques scènes de violence. Voilà pour le sommaire. Eden Info, ouvrons cette édition par la cérémonie de passation de service dans la matinée de ce lundi au ministère du Tourisme et de la Culture. Ange Nkoué, ministre sortant, a passé le témoin à Oswaldo Meki. C'était en présence des acteurs de la culture, cadres du ministère et de tous les directeurs techniques et centraux. Le ministre sortant, Ange Nkoué, après avoir présenté son bilan au thème des 11 mois passés à la tête du ministère du Tourisme et de la Culture, a souhaité plein succès au ministre Omeki. Suivons un extrait des propos des ministres entrants et sortants. Il me plaît de saisir cette occasion pour remercier le président Patrice Talon qui a cru en moi en me nommant à la tête de ce sensible département dont il fait le levier de développement de notre pays en association avec le tourisme. Nous comprenons l'impatience des Béninois qui ont hâte de voir les fruits de notre arbre de vision après seulement 18 mois de travaux. Mais nous devons comprendre que chaque arbre a bien son temps pour fructifier. Car il y a un temps pour le labour, un temps pour la semence, un temps pour la croissance et un temps pour la fructification. Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, chers directeurs centraux techniques, mesdames et messieurs, je ne saurais mettre fin à mon propos sans vous présenter toutes mes sincères félicitations pour votre nouveau poste et prier tous les cadres ici présents de bien vouloir vous accompagner dans cette noble et exaltante tâche dans la discipline, le respect de l'autorité et dans l'amour du travail bien fait. Je voudrais particulièrement exprimer à mon frère et ami et désormais prédécesseur ma profonde reconnaissance pour tous les conseils qu'il a bien voulu me prodiguer au cours du tête-à-tête que nous avons eu avant cette cérémonie de passation de charge. C'est également pour moi le lieu de remercier le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, et de lui renouveler en même temps que ma profonde gratitude, mon engagement à travailler ardemment, avec rigueur et méthode, afin que le rêve que nous avons partagé de transformer notre pays et de le révéler à l'humanité puisse se concrétiser au bout du quinquennat. Passation de service également dans l'après-midi de ce lundi 31 octobre 2017 au ministère de l'Agriculture et de la Pêche. C'était en présence des différents directeurs, des représentants des syndicats, cadres et personnels du dit ministère. Le ministre sortant Delphin Koudandé, après avoir fait le bilan de sa gestion à la tête du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, a remercié le personnel pour la franche collaboration. Il a donc passé le témoin au ministre entrant en la personne de Gaston Dossoui, qui connaissait bien ce ministère. Suivons ici un extrait des propos des ministres entrants et sortants au micro de Laurent Roland, Tony Ikes et Fréjus Fiossi. Permettez-moi de remercier le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui m'a offert l'occasion de faire l'expérience exaltante, mais combien passionnante, à la tête de cet important département ministériel. Il me choisit donc l'agréable devoir de présenter mes vives et chaleureuses félicitations et tous mes remerciements à mes collaborateurs à tous les niveaux, sans lesquels les résultats obtenus n'auraient certainement pas pu être atteints. Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche entrant, confiant que je laisse notre commune maison Maep en de très bonnes mains et que les réformes dans lesquelles nous nous sommes engagés se poursuivent,
Je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs assignés au secteur. Je vous souhaite très sincèrement et du fond du cœur plein succès dans l'exercice de cette noble et exaltante fonction. Je n'aurais vraiment pas de mots à dire que de nous demander trêve de discours au boulot pour que le pays se développe. Que n'a-t-on pas dit dans cette salle? Que n'a-t-on pas voulu faire ici? Quel engagement les gens n'ont pas pris? Et nous voilà encore là. L'Afrique doit nourrir l'Afrique et les Africains. Le Bénin, participant aux échanges entre pays africains, doit avant tout avoir un regard très attentif sur sa capacité à assurer une sécurité alimentaire nutritionnelle de sa population. Nous en sommes chacun conscients et convaincus. Les élections rectorales à l'université d'Abo-Mekalavi se sont déroulées dans la journée de ce lundi. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h pour accueillir les électeurs et ce jusqu'à 16h. D'après les résultats provisoires, la liste, la nouvelle vision du professeur Marsim Dacruz a obtenu 44% des suffrages. Miba du professeur Delphin Merinto, 21,5%, Excellence 19,6%, FIFA 13% et la liste Oui UAC 1,9%. Ce sont là des résultats issus des dépouillements des bureaux de vote des 12 campus sous tutelle de l'université d'Abo-Mekalavi. Un second tour sera donc organisé entre les premières listes en tête. La liste Nouvelle Vision du professeur Massim Dacruz qui a obtenu 44% et Mirba du professeur Delphin Merinto 21,5%. Autre info dans ce journal, remise officielle de matériel au groupement national des sapeurs-pompiers du Bénin par le maire d'Abo-Mekalavi. C'était ce lundi 30 octobre au centre de secours des sapeurs-pompiers d'Abo-Mekalavi. Voici les précisions avec Frédéric Seblan et Romaric Debouchi. La convention de partenariat tripartite entre les associations pompiers internationales des Côtes d'Armor PICA en France, Bodarma au Bénin et la mairie d'Abo-Mekalavi est désormais une réalité. Ce partenariat a conduit ce lundi 30 octobre 2017 à un don de matériel au centre de secours des sapeurs-pompiers d'Abo-Mekalavi. Outre un moyen roulant, on note un kit complet de désincarcération, des matériels de relevage et de secours, des matériels d'immobilisation, des pneumatiques de toutes catégories, des pièces de rechange, des appareils respiratoires isolants, des équipements de protection individuelle, pour ne citer que ceux-là. Cet important don permettra au centre de secours des sapeurs-pompiers d'Abo-Mekalavi et de Kokokodji de doter son personnel en équipement de protection individuelle afin d'accroître son efficacité sur le terrain, a confié le responsable des soldats du feu de l'Atlantique. Mais pour les donateurs, il faudra aller plus loin. Il va falloir mettre en place de la formation pour pouvoir accompagner cette utilisation de personnel, de matériel. Pour pouvoir accompagner cette formation, il va falloir assurer le maintien des acquis, l'entraînement quotidien, rigoureux. Quant à l'ONG Bodarma, contact au Bénin de Picard, elle a tenu à remercier ses alliés. L'occasion pour moi aussi de saluer les responsables de l'ONG Picard à travers son vice-président, M. Benjamin Le Goff, pour le sens caritatif et humanitaire. C'est aussi l'opportunité de dire toute mon amitié et rendre un hommage mérité à la première autorité de la commune d'Abo-Mekalavi pour sa vision futuriste, une vision qui donne l'assurance que le plus grand reste à espérer. Le chef du groupement national des sapeurs-pompiers a pour sa part rassuré sur l'usage qui sera fait de ces équipements. Au nom des soldats du feu, je prends le ferme engagement de faire bon usage des matériels qui viennent de nous être remis. Le maire d'Abo-Mekalavi a de son côté exprimé sa satisfaction d'avoir accompli l'une de ses missions, à savoir assurer la sécurité de ses administrés. La remise officielle de ces matériels est la preuve de la détermination du conseil communal d'Abo-Mekalavi
a joué pleinement son rôle de protection des citoyennes et des citoyens de notre chère commune. Le conseil communal d'Abomey-Calavi mettra tout en œuvre pour un suivi rigoureux quant à la gestion et à la bonne utilisation de ces matériels. Une action appréciée à juste titre par le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, représenté par son préfet de l'Atlantique. Je reconnais là la griffe particulière de M. le maire Georges Bada, soutenu par son conseil communal, qui, une fois encore, donne la pleine mesure de son pragmatisme en matière de coopération décentralisée, tout s'étant joué en moins d'1 an, si je ne m'abuse. Toute chose qui épouse intimement la nouvelle vision de l'État, résolu à faire de la coopération décentralisée un vrai levier de développement durable à la base. Après la bénédiction des têtes couronnées, la mairie d'Abomey-Calavi a décoré tous les membres des associations Pika et Bodarma présents et qui ont par ailleurs promis travailler avec la commune pour les 5 prochaines années. Atelier de renforcement de capacité des professionnels d'image de la presse ce lundi à la maison des médias Thomas Meyansan à Cotonou, une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du patrimoine de l'audiovisuel. Les précisions avec Carole Olaye et Denis Marouya. Souvent laissés pour compte par les associations des professionnels des médias, les professionnels d'image de la presse béninoise bénéficient d'une formation qui vise le renforcement de leurs capacités. Démarrée ce lundi 30 octobre, cette initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, en collaboration avec l'UNESCO, entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du patrimoine de l'audiovisuel. Une journée célébrée tous les 27 octobre de chaque année depuis 1980. Découvrir, se souvenir et partager. Tel est le thème de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel cette année. Et c'est pour la célébrer que le bureau régional de l'UNESCO basé à Abuja apporte son soutien à l'UPMB pour la mise en œuvre de cet atelier de renforcement des capacités. 3 communications sont au menu de cette formation de 48 heures qui sera ponctuée par la phase pratique en vue de capitaliser les acquis de ce rendez-vous du savoir. Je voudrais que nous puissions vraiment profiter des enseignements que ces communicateurs vont nous livrer à nous aujourd'hui et demain, que nous puissions leur poser toutes les questions pour que l'objectif que l'UNESCO visait en nous accompagnant à l'occasion de cette journée, à savoir aider les problèmes des images à mieux conserver les sons, à mieux conserver les images, que cet objectif soit atteint. Les participants à cette formation pourront désormais à terme mieux conserver les images et sons de différents événements afin de permettre à leurs médias respectifs d'avoir des archives audiovisuelles dignes du nom. Le réseau d'organisation de la société civile Wildaf Bénin a initié dans le cadre du projet Mandat des séances de plaidoyer individuelles au profit des leaders d'opinion afin d'obtenir l'implication et l'engagement des garants de la tradition en vue de réduire le phénomène du mariage précoce. Les bénéficiaires de ces séances de plaidoyer dans la commune d'Abomey-Calavi sont désormais engagés dans cette lutte contre le mariage précoce. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration ce lundi 30 octobre 2017 à Glodigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous, leaders traditionnels, coutumiers, religieux, élus locaux et meneurs de groupes de la commune d'Abomey-Calavi, bénéficiaires des séances de plaidoyer organisées par Wildaf Bénin grâce au projet Mandat initié par Equality Now avec l'appui financier du Comic Relief. Suite au constat inhérent aux conséquences néfastes du mariage qui ont fait l'objet des échanges lors des séances de plaidoyer, à savoir la déscolarisation, les grossesses précoces et non désirées, les difficultés liées à l'accouchement, les risques de fistule, les violences physiques, morales, sexuelles, les violences économiques, à savoir absence ou insuffisance d'autonomisation, les sanctions encourues par les auteurs, co-auteurs et complices. Prenons appui sur l'état des lieux alarmants relevés par les études sociologiques et juridiques réalisées par Wildaf Bénin.
vu l'adhésion du Bénin à plusieurs instruments juridiques sous-régionaux, régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de la fille et de la femme, vu le nombre insignifiant de structures de prise en charge des victimes du mariage forcé, vu la méconnaissance des tests réprimant cette pratique, décidons de nous engager dans la lutte contre le mariage précoce par une alerte précoce, par les sensibilisations des communautés et de notre arrondissement et d'accroître la précieuse contribution des organisations de la société civile à travers des initiatives novatrices. Exhortons nos communautés à abandonner le mariage forcé qui est une infraction à la loi. Et maintenant, l'info hors du Bénin. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a remporté l'élection présidentielle du 26 octobre avec un score de 98,26% des voix. C'est à l'issue d'une élection boycottée par l'opposition et dont le pays sort plus que jamais divisé. Âgé de 56 ans, Kenyatta, héritier du père fondateur de la nation et représentant des élites du pays, a estimé que sa nouvelle victoire venait confirmer celle du 8 août, finalement annulée en justice, une première sur le continent. Le président de la commission électorale Wafala Chebukati a annoncé que Uhuru Kenyatta avait recueilli 7,493 millions de voix, soit 98,26% contre 73 228 à Raila Odinga, qui a réuni sur son nom 0,96% des votes, signe que son appel du boycott a été largement respecté par ses partisans. La participation s'élève à 38,8% de l'ensemble des électeurs inscrits, un taux en très forte baisse par rapport au scrutin du 8 août, 79% est le plus faible enregistré depuis le retour du multipartisme en 1992. Réaction à présent du président de la commission électorale et du président réélu, Uhuru Kenyatta. Je déclare par la présente M. Uhuru Kenyatta et William Ruto, respectivement président élu et vice-président élu. Narrative so far locally and internationally, therefore, le discours local et international selon lequel la participation électorale était faible est inexact. Ce n'est rien d'autre qu'une histoire de commodité politique et une tirade de statistiques conjoncturelles que certains d'entre nous ont continué d'exercer. Raila Odinga, le leader de l'opposition, a finalement choisi d'abandonner le nouveau scrutin. You cannot choose the opportunity to exercise a right. Je dis ceci, vous ne pouvez pas choisir la possibilité d'exercer un droit et vous soustraire ensuite aux conséquences de ce choix. From the consequences of that choice. Précisons que l'annonce de ces résultats a provoqué des vagues de violence dans plusieurs régions du pays. Les partisans de l'opposition ont protesté contre ces résultats dans le bidonville de Mataré à Nairobi. Les habitants de Kisumu, de leur côté, ont bloqué des routes et allumé des pneus pour protester contre la réélection du président Uhuru Kenyatta qui a remporté 98% des voix en l'absence de son rival Raila Odinga. Violence au Kenya, mais également en RDC. 4 civils et un policier ont été tués lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, en marge d'une manifestation contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, qui a plongé le pays dans la crise depuis plusieurs mois. La manifestation avait été organisée par le collectif d'action de la société civile, qui comprend le mouvement de lutte pour le changement. La résistance contre le régime sanguinaire et prédateur de Kabila a bel et bien commencé, écrit ce mouvement de jeunes indignés sur son compte Twitter. Écoutons à présent les témoignages de quelques habitants. Depuis ce matin, on entend des coups de feu, mais Dieu m'a aidé et je suis venu relever ceux qui ont passé la nuit au centre médical. Et lorsque je suis arrivé à l'hôpital, on a commencé à nous amener des blessés par balle. On en a d'abord accueilli 4 et alors qu'on les soignait, et certains sont morts ici même. Ils disent qu'ils ont reçu un message comme quoi il y aurait des maïmaï parmi les manifestants et c'est ainsi qu'ils ont commencé à tirer à balles réelles
à bout portant dans la population. On se demande quel Maïmaï viendrait manifester dans le quartier Madjango. Les Maïmaï sont à l'épreuve des balles, mais c'est nos jeunes frères civils qui viennent d'être tués comme des bêtes. J'étais là, je garde un malade dans le dispensaire d'à côté. J'ai vu 4 corps. Notre police n'a aucune formation. Eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas formés. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Une police qui tire en plein dans la population civile non armée en pointant le canon de leur fusil dans la masse. C'est du jamais vu et nous regrettons beaucoup. On parle de la renaissance de certaines villes religieuses au Maroc. Avant de boucler cette édition, Isaac Oyamon guide avec entrain les touristes qui affluent toujours plus nombreux dans la cour de la synagogue L'Azama à Marrakech. Ici explique-t-il vos entrées dans la dernière synagogue du Mela, un thème qui désignait autrefois les quartiers réservés aux Juifs dans les villes marocaines. Reportage. Dans la cour de la synagogue L'Azama, au cœur du quartier juif historique de Marrakech, Isaac Ohayon se lance dans un discours d'histoire passionné. Ce commerçant de la ville veut faire revivre à ce groupe de touristes le lieu de culte construit en 1492 à l'époque de l'Inquisition espagnole. C'est une synagogue qui était une école, vous voyez, ce qu'il y a en haut. En bas, c'était des classes. Il y avait plus de 450 élèves. Tous les villages berbères, à partir de Marrakech jusqu'au plus haut que Zagora, il y avait 250 villages. Il y avait plein d'enfants qui devaient étudier la Torah, étudier le judaïsme. Dans les salles de classe transformées en musées, des photographies rappellent l'histoire de la communauté, désormais dispersée en France, en Amérique du Nord et surtout en Israël. Avant les vagues de départ, le Maroc accueillait la plus importante communauté juive d'Afrique du Nord, entre 250 et 300 000 personnes selon les estimations. Il en reste aujourd'hui moins de 3 000. Maintenant, c'est des familles qui viennent entièrement, c'est des enfants des familles. Que les parents ne sont plus là, ils veulent aller voir leurs traces, leurs origines, d'où ils viennent, leurs parents, tout ça. Depuis la restauration du Mela, terme qui désignait autrefois les quartiers réservés aux Juifs dans les villes marocaines, les visiteurs affluent. Le programme global de rénovation, lancé il y a un peu plus de 2 ans, a déjà bénéficié d'une enveloppe de 17,5 millions d'euros. Certaines ruelles aux façades ocre ont même retrouvé leur plaque en hébreu. Un véritable retour aux sources pour les touristes, dont beaucoup viennent d'Israël. Je suis né au Maroc, à Fès. J'ai quitté le pays pour Israël quand j'avais 4 ans. Et depuis 10 ans, j'organise des visites guidées au Maroc. Officiellement, le Maroc n'entretient aucune relation économique ou diplomatique avec l'État hébreu. Et le sujet reste sensible. Dans les faits, cela n'empêche ni le tourisme ni les affaires de prospérer. Selon la presse marocaine, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint cette année plus de 4 millions de dollars par mois. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.